Juste milieu. Je crois que c'est qui elle craque. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est pas la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais c'est qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres, c'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute. Et messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure du retour, le grand retour, j'espère que vous allez bien, 16h46, voilà, le coiffage est impeccable, hormis cette mèche de connard. Nous sommes le 16 octobre 2024, les amis, très heureux de vous retrouver pour ce Juste Bistrot 388e du nom. Voilà, après ce périple du côté de Pau, je vais tout vous raconter, évidemment. On s'est régalé, une date de folie. Je vais tout vous dire, les copains, dans cette jolie ville de Pau. Très belle découverte, et ça fait plaisir. Donc déjà, bim, première nouvelle, paf. Et ensuite, on a un joli programme aujourd'hui. On parle bouquin, le nouveau livre de Juan Branco, c'est par ici. Et on parlera également... on va reparler un petit peu de l'affaire Epstein. On va refaire un petit peu voilà, des petites pépites, des nouvelles rigolades. On va revenir sur tout ça. Epstein et Bill Gates, voilà une déclaration qui pose des questions. Voilà un petit peu le menu du jour, les amis. En plus de toutes les actualités du moment où il y a de quoi faire. Vous vous en doutez, il y a de quoi faire. Que du bonheur, que du plaisir. Ça part en bib. Mais pour tout ça, bien sûr, je vous donne rendez-vous à 18h pour la farce tranquille, les amis. Le retour également de la farce tranquille. Le retour depuis la semaine dernière, finalement. Parce que, à raison d'un épisode toutes les semaines, vous avez compris la dynamique. Nouvel épisode, le 169e. On lâche les chevaux, des blagues. Des blagues. Vous avez compris la ligne en ce moment. De plus en plus de blagues. Et je vous annonce, vous le savez, mais je le dis tout de suite, comme ça, il n'y a pas de suspense. L'arrivée d'un nouveau format dimanche.
Nouveau format dimanche. On ressuscite le Martin Blachier Comedy Club. Mais sans Martin Blachier. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Ça déstructure. Voilà, ça déstructure. Vous savez, c'est comme les restos semi-gastro. Là. Bon, déjà, semi-gastro, ça m'énerve. Voilà. On va commencer l'émission avec ça. Déjà, un coup de gueule. Coup de gueule sur un sujet sérieux. Bon, les restaurants gastro, bon, pourquoi pas. Le nom donne pas envie. Mais bon, pourquoi pas hein, voilà, bon, gastro, d'accord. Gastro, semi-gastro. Bon, on n'en peut plus. Alors, je sais pas si on a des cuistots là dans le chat qui vont m'expliquer comment ça marche et tout, mais les putains de plats déstructurés, on en a marre en fait. Une fois avec Mme Milieu, on se promène à Vichy. Voilà. Bon, si Sébastien Delogu explique et regarde cette émission, expliquez-lui que Vichy c'est une ville, c'est pas un bonbon, parce que sinon on n'est pas sorti du sable. Et bon, on va dans un resto fort sympathique, moi j'allais très bien manger. On arrive au dessert. Bon. Et là, le gars du resto dit oui, le dessert, c'est tarte au citron déstructurée. Bon, une tarte au citron, c'est pas compliqué. T'as de la tarte, t'as du citron. Donc, si tu déstructures, tu restructures, tu mets structure, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est juste, tu la fous à l'envers. C'est une tarte tatin au citron en fait. Non. Ah non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que t'arrives, t'as une assiette, c'est-à-dire que ta tarte au citron, tu te la montes toi-même. C'est un meuble Ikea. Tu déboules, alors t'as de la pâte en crumble. Pareil, crumble, invention de merde. On y reviendra. T'as de la pâte en crumble dans un coin. Après, t'as bon, plus ou moins une crème au citron. Alors, c'est yuzu. C'est pas pareil. Ah, c'est yuzu. Bon, d'accord, c'est yuzu. Alors, après, t'as un autre truc. Vite fait, un sorbet citron. Tu sais pas ce que ça branle là. Puis bon, tu mélanges tout ça, si tu veux. Bon, t'as plus ou moins une assiette de gouache. Et c'est vrai que ça a le goût de la tarte au citron. C'est vrai que, voilà. Hein, voilà. Donc, ça, non, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Énorme coup de gueule contre la logique de plat déstructuré. Excusez-moi de commencer l'émission avec le sujet, je pense, qui inquiète les gens. Et moi, je mets les termes. Je dis les termes. Je suis clairement le lanceur d'alerte que je crois être. Voilà, hein, je crois que je peux aller là-dessus. Donc, les copains, et c'est toujours bien de se retrouver en parlant nourriture, comme ça vous n'oubliez pas les bonnes refs. Il y a Massan3466 qui nous dit: ce midi j'ai mangé un bon burger steak foie gras roquette avec frites maison, je recommande le restaurant Torcatis à Perpignan. Bon bah voilà, on les embrasse. J'ai aucune idée de où c'est. Enfin si, je vois où c'est Perpignan, mais le restaurant je connais pas. Et s'ils m'écoutent en train de recommander leur restaurant, n'oubliez pas que je suis bien évidemment une prostituée du système, prête à tout pour un repas gratuit. N'oubliez pas, voilà, hein, il en va du bon maintien de mon cholestérol. Voilà. Et on dit cholestérol, paraît-il. Donassissi nous explique entièrement d'accord. Vivi Lulu68 nous dit non, pas d'accord. Un bon crumble pomme banane à la vanille avec un peu de pépites de chocolat, on se régale. Ben moi, le crumble, ça m'emmerde. Voilà. Parce que là encore, je mets les pieds dans le plat. D'ailleurs, ça a le même résultat une fois que tu les as mis. Le crumble, c'est un plat de branleur. Excusez-moi voilà, une fois de plus, d'être assez direct dans mes propos, assez gênant même dans ce que je dis. Le crumble, c'est un plat de branleur. C'est-à-dire, tu fais une pâte sablée qui est pas mauvaise au demeurant et tu lui éclates la gueule. À quoi ça sert en fait? Ça n'a aucun intérêt. Laisse-la en tant que pâte. Elle t'a rien fait. Tu fais des trucs de sable, ça nous emmerde le crumble. C'est chiant. Voilà, c'est comme les trucs au cream cheese là, ça m'emmerde aussi, ça aussi cream cheese. Bon bref, voilà. Hein, vous êtes venus pour qu'on parle actualité, voilà. Vous n'êtes pas venus pour ça, mais c'est l'esprit de la maison. Je voulais vous partager tout ça, les copains, et surtout vous partagez ce séjour extraordinaire à Pau, les amis. On s'est régalé, voilà. Le spectacle Zinzin a fait arrêt à Pau. J'ai un petit extrait, voilà, si vous voulez que je vous montre, vous dites dans le chat, c'est du bonheur. On s'est régalé, près de 330 personnes, quelque chose comme ça. On a battu le record de l'affluence de la tournée, on était plus de 300, c'était complètement dingue, on s'est régalé. Un gros bisou aux gens de l'association des citoyens libres des Pyrénées qui nous ont aidés sur cette date, beaucoup aidés, très bien aidés, qui nous ont reçus comme des rois. Et vraiment, c'était extraordinaire, un régal, voilà, un régal, que du plaisir. Et ça fait plaisir. Voilà, la tournée continue de plus belle avec les prochaines dates qui arrivent. C'est Saint-Étienne ce week-end, un samedi à 20h et à 17h dimanche. C'est le doublé à Saint-Étienne. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas vu un à Geoffroy Guichard d'ailleurs. Donc,
qui c'est les meilleurs, c'est les Verts, on y va. Et puis Nice le 7 novembre, je vous fais un petit peu le point des dates, les prochaines qui arrivent. Et Brienne-le-Château également le 16 novembre. Voilà, lien de toutes les dates de la tournée dans le chat. Et sachez que on va se mettre à bosser là d'ici un mois et demi pour de nouvelles dates en 2025. Ça continue de plus belle. 19 dates, 16 de complètes. Donc apparemment, j'ai l'impression que les gens en ont gros sur la patate et ont envie qu'on se foute de la gueule de tout le monde. Donc apparemment, ça a l'air d'être le bon endroit. Donc voilà, le rendez-vous est pris, les copains. Que du régal, que du plaisir. Alors, on va attaquer un petit peu l'actualité, les amis. Ce qui s'est passé ces derniers jours, beaucoup de choses. Fléau 93 qui nous dit, je prends les messages du chat, hein, dites-moi les copains s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite avant le programme du jour, bien sûr, on en papote. Fléau 93 qui dit sur Nice, on va boire un verre après. Oui, je cherche un endroit. On a peut-être trouvé quelque chose pas loin du théâtre. Et promis, on va se faire ça pour papoter. La flemme quand même qui dit le Grand Est, on peut retourner se faire cuire le cul ou quoi? Alors, le Grand Est, on avait une piste qui finalement ne s'est pas faite. Donc je suis le premier emmerdé. J'aime l'Alsace, j'aime les flammekuche, j'aime le Gewürz. Donc vous m'envoyez meurtri. Vous m'envoyez désolé. Vous m'envoyez du vin par carton pour les plus généreux d'entre vous. Donc on est sur un plan. On veut trouver quelque chose en Alsace, donc ça va arriver à toute vitesse. Comme je vous l'ai dit, les copains, on a de nouvelles dates qui sont en train de se discuter. Par exemple, pour les amis du Gard, c'est Alès qui va arriver. On a signé papier il n'y a pas longtemps, donc on vous donnera le lien d'ici la semaine prochaine. Ça arrive à toute vitesse pour Alès. Donc, vous inquiétez pas, la tournée continue. La tournée continue, c'est que du bonheur, les amis. Et en fait, dites-vous que, de toute façon, c'est mécanique. Plus ça marche, plus on peut faire de dates. Parce que on rentre des billetteries, on peut en dépenser, on loue les salles, on loue toutes les salles, on est indépendant, donc c'est que du bonheur. Donc plus on fait des conneries, plus ça marche, plus il y a de conneries. C'est vraiment le cercle vicieux de la bêtise. Donc voilà les copains. Et voilà, alors je me fais engueuler, il y a Anarchy08 qui dit « T'es au courant que le Grand Est va au-delà de l'Alsace? Détends-toi. » Je sais, ça va en Allemagne, bande de nostalgiques. Je rigole, évidemment. La Lorraine, la Marne, bien sûr. Que des endroits où il fait pas beau. Je rigole, une fois de plus. Il faut préciser, parce qu'aujourd'hui, entre la réalité et la blague, on sait plus. On sait plus vraiment où on en est. Et Perfecto85 qui dit « J'attends ta venue en Vendée ». Alors là aussi, là, je serais heureux comme tout. En Vendée, ça me plairait beaucoup. Au Puy du Fou. Donc, si quelqu'un connaît Philippe de Villiers, moi, il me prête le stadium gallo-romain, ça régale. Je suis chaud. Il n'y a pas de problème. Voilà, pas de problème. Voilà un petit peu les amigos. Les amigos, j'ai envie de dire, comme on peut se dire en Espagne. Alors, on va y aller plein gaz dans les actualités. D'abord, le grand sujet du moment, vous l'avez vu, c'est l'affaire Mbappé. Je ne sais plus quoi penser. Et vous allez sûrement vous dire, ouais, Rémi, il va lui tomber dessus et tout. Pas du tout. Ça commence à me gêner pour le Potio, là. Parce que, vous le savez, bon, je ne peux pas le blairer, bien évidemment. Sur plein de choses, pour paraphraser Eric Cantona, je lui pisse au cul, naturellement. Mais c'est vrai que parce que en fait j'ai Edouard qui m'envoie des trucs sur Slack, je suis derrière lui, ça me dérange parce que je travaille, il m'écrit des messages en fait, il est là. Ouais. Jamais vu. Alors ça fait quoi d'être fasciste? Ouais, c'est justement pour pas te déranger. J'ai dit ouais, salut, si passe 5 minutes, Didier, tu peux checker ça. Voilà, tu mets 5 minutes à comprendre quand tu voulais parler. Ouais, mais laisse tomber, pareil, concentre-toi sur autre chose, genre ton travail. Mais j'arrive pas, je suis turbulent, voilà. Ouais. Merde. Non. Allez. Oh. Tiens, ben, je vais te répondre. Je suis obligé de mettre un connard. Je suis désolé. Yes. C'est que ça. Eh ben, il l'a fait en plus. Hein. Eh ben oui. Ah ben, oui. Quand je dis les choses, je les fais. Super. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est le Brésil. Qu'est-ce qu'on disait? Je sais plus. Et voilà. J'ai un trou. On dirait Kenji. Ah oui. Ah. Bon, vas-y, je suis dissipé aujourd'hui. Ne me lance pas, s'il te plaît. Pardon. Mbappé. C'était le sujet. Il est complètement taré, c'est extraordinaire. Mbappé, voilà, on en était là. Mbappé. C'est vrai que je peux pas le blairer, le Petiot, mais il prend une affaire, là.
apparemment des agressions sexuelles en Suède. Alors, on n'en sait pas plus. La justice suédoise, il y a une plainte qui a été déposée, mais qui apparemment ne nommerait pas directement Mbappé. Et il était en boîte de nuit en Suède il y a une semaine, je sais pas quoi, dans un hôtel. Et apparemment, il y avait une dame. Enfin, c'est terrible. Hein, c'est terrible. Alors, j'ai fait une petite séquence ce matin sur les réseaux sociaux pour résumer l'affaire Mbappé, parce qu'on va pas en parler pendant des heures. Mais c'est surtout pour introduire, enfin, sans mauvais jeu de mots, certains dans le chat qui évoquent la vidéo de Molina, et c'est vers ça que je voulais vous amener les copains, vidéo extraordinaire, on va en parler. Ça, c'était ce matin sur les réseaux juste milieu, voilà, 50 secondes de pur bonheur, finalement, de pur plaisir. Mbappé, là, le Martin Luther King en protège tibia, il est dans la sauce. Apparemment, une histoire en Suède, je sais pas quoi, on lui a dit démonte là. Il a pas compris qu'on parlait d'une commode Ikea. Mais bon, bref, c'est pas le sujet, c'est pas ce que je voulais vous dire. Le vrai truc, c'est que la carrière d'Mbappé, là, depuis plusieurs mois, c'est une catastrophe. Il met plus un pied devant l'autre, il a les mêmes statistiques que Stephen Hawking quand il jouait numéro 9. Il y a un problème. Et moi, je crois que j'ai trouvé la cause. C'est que c'est parti en cacahuète depuis qu'il fréquente Emmanuel Macron. En même temps, on pouvait s'en douter. Macron, tout ce qu'il touche, ça part en cacahuète. Regarde, il a pris la destinée de la France. Depuis, on prend une branlée économiquement par le Bangladesh. Est-ce que c'est normal? Il n'y a plus un boulon qui tient, on n'a plus de quoi s'acheter une gomme. Tout ce que Macron touche, ça part en couille. Regarde, même Brigitte Macron... La blague, le gag avant tout. Mais c'est vrai que cette affaire, pour être sérieux, on retrouve un petit peu le sérieux là de l'émission, le très haut niveau qui est proposé généralement. Cette affaire, elle est curieuse à bien des titres et elle révèle certains visages du foot. Plus largement, indépendamment d'Mbappé, promis, je ne vais pas lui tomber dessus une fois de plus, mais c'est une affaire très très bizarre. Les réactions d'Mbappé et son entourage sont assez peu compréhensibles. Regardez ce qu'a tweeté Mbappé quelques heures après que l'info est sortie en France. Alors apparemment, je vous mets le fil Twitter RMC Sport il y a 4 heures. L'entourage de Mbappé est désormais certain que le joueur est visé. Donc on apprend déjà pas mal de choses. Si on va, alors ça c'est moi, on s'en fout. Comment on trouve le compte de Mbappé lui-même? Merde. Ah bah oui, c'est là, je suis con. Tu vois, regarde. Dès que l'info est sortie, voici ce qu'il a tweeté. Fake news, ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard. Parce qu'actuellement, Mbappé est en procédure contre le Paris Saint-Germain. Ils lui doivent 50 millions d'euros pour des histoires de transfert. Bon, on s'en cire. Mais donc, ce qui se passe est intéressant. Les réactions d'Mbappé à cette affaire sont à contre-temps, avec une réaction où tout de suite il parle de fake news. Dans son avocate, s'est très vite exprimée en disant... Merde. Son avocate qui s'est très vite exprimée en disant que il n'était pas nommé dans la plainte, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de souci, était quand même hier au journal de 20h de TF1. Donc, quand même, pour quelqu'un d'innocent, c'est quand même une curieuse manière de se défendre au plus vite. Et donc, ça pose de sérieuses questions sur l'entourage de Mbappé, tout en rappelant, et c'est très important, que cette affaire, pour l'instant, n'a pas, enfin comment dire, on n'en sait rien. La justice suédoise va faire son boulot, on est simplement sur des ragots de la part de la presse. Donc, il est intéressant de voir que déjà, premier enseignement, Mbappé est un complotiste comme les autres, qui, avec son tweet de fake news, nous explique que cela aurait pu être fomenté par le PSG pour lui nuire. Donc, c'est quand même assez dingo. Et surtout que ça part complètement en cacahuète autour de ce joueur, tout trop vite. Je vous l'avais dit, une fois de plus, je suis Nostradamus, ça part en couille à tous les niveaux, et ça en dit long sur le visage du foot contemporain, où les mecs sont très mal entourés, et de fait, je vous renvoie vers l'excellente vidéo de Romain Molina, qui en a parlé sur YouTube, vraiment extraordinaire, Romain, en plus qu'on a eu la chance de recevoir à plusieurs reprises sur Juste Milieu. Je vous mets 4-5 minutes de sa vidéo sur l'affaire Mbappé, après je vous mets le lien, et si ça vous intéresse, vous irez regarder, parce qu'elle est vraiment chouette. Et bienvenue, nouvelle affaire, Kylian Mbappé. Une de plus, diraient certains, ça fait parler dans le monde entier, alors pas tellement dans les médias espagnols pour le moment, ça doit être un heureux hasard, mais ça va surtout nous permettre de mettre en avant l'incompétence, l'amateurisme des gens censés accompagner les carrières de joueurs et les clubs de football en général. J'en parle depuis des années de la toxicité de ce milieu, et cette affaire, elle est presque parfaite tellement elle est surréaliste. Je m'explique. Vous avez depuis quelques années un métier qui est en vogue, même ça fait depuis plus longtemps, qu'on appelle le concierge, la conciergerie de luxe. Le voyage donc en Suède, on va pas revenir à quel point le timing est désastreux et tout. Déjà le premier truc, les gens vont me dire mais pourquoi la Suède?
Bon, la Suède, c'est très simple. Tu parles à tous les gens qui gèrent des conciergeries de luxe. Ils vont te dire qu'auparavant, leurs clients, donc souvent c'est des gens, on va dire, qui ont une certaine fortune, peuvent venir un peu de partout. C'est vrai que par exemple, au Moyen-Orient, ils sont très friands maintenant de la Suède. Avant, ils faisaient certaines soirées à Londres, à Paris et tout. Maintenant, ils aiment beaucoup aller à Stockholm. Pour une raison qui m'a été décrite par plusieurs, c'est que visiblement les soirées sont très chaudes, que des fois t'es même dans la boîte de nuit, dans le truc VIP, on va légèrement te toucher tes parties génitales pour te faire comprendre qu'après tu vas passer un moment enflammé à l'hôtel. Donc littéralement, ça me fait penser à ce qu'un ancien international m'a dit, un mec qui est en Angleterre, qui m'a dit moi je veux aller jouer en Suède, notamment pour les femmes. Bref. Et donc vous avez des gens, vous les appelez comme vous voulez, certains vont dire des rabatteurs ou autres, qui vont vous organiser tout ça. Donc à travers des conciergeries de luxe pour des personnes dites VIP. Donc c'est pour ça que la Suède est de plus en plus demandée à ce niveau, parce qu'évidemment, il y a de très bonnes soirées et tout. Donc ça c'est la première raison. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Le mec il fait ce qu'il veut de sa vie privée. Et je suis totalement d'accord. Mais il y a un point, c'est que le joueur, vous avez vu son tweet hier, alors est-ce que c'est lui qui l'a mis, son entourage, sa famille? Il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet-là. Mais en tout cas, il accuse implicitement le Paris Saint-Germain, avant la réunion de conciliation de la LFP qui était prévue aujourd'hui liée à ces 55 millions réclamés, que vous savez toute l'histoire des primes. Donc il est en train d'accuser cela. Alors ce qui est très drôle en plus, c'est que donc on voit un peu la paranoïa. Et pourquoi je dis que c'est très drôle? Parce que j'ai expliqué depuis très longtemps, les deux parties se détestaient, on faisait croire devant les caméras je sais pas quoi, sauf qu'en fait chacun s'épie, chacun s'accuse. Tous les problèmes viennent de l'un, de l'autre, enfin bon. Il y a un côté qui est ridicule. Ce qui est déjà très savoureux, c'est d'aller au même endroit où ce que tu qualifies de ton pire ennemi, où tu as peur, tu vois tu estimes en tout cas qu'il serait capable de monter certaines affaires contre toi, des fake news, tu vas au même endroit que lui quand il va au Stockholm. Même hôtel, même resto, etc. et tout. C'est vrai que ça fait un petit peu rigoler quand même, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de garde-fou. C'est-à-dire que si t'as si peur de ça, bah, tu vérifies où tu vas. Tu te sais épier, parce que pour le coup, c'est vrai, quand t'as un certain niveau, il y a tellement de gens qui essaient de profiter, et t'as eu plein d'affaires scabreuses, on y reviendra après, où il y a eu certaines tentatives de chantage, de pression et tout. Donc t'es déjà habitué à ça. Donc déjà, pourquoi prendre le risque d'aller jusqu'en Suède? Le premier point, c'est pour faire ce genre de choses, est-ce que c'est pas mieux de rester sur place, tu loues une maison, etc. Enfin, truc plus... Mais bon, passe encore, on y va. Et vous allez me dire, il y a un organisateur, il y a un fameux concierge de luxe qui fait ça. Il s'appelle Marco Djelevic, quelque chose comme ça. Il travaille notamment à Copenhague et Stockholm, et je crois même qu'il est plus ou moins influenceur pour la boîte de nuit en question. Donc c'est ce gars-là. Mais vous croyez qu'il le connaît bien, ce gars-là? Mais non! Mais non! Alors oui, on avait l'habitude de sortir un peu avec Mukiele, c'est Mukiele qui le connaît et tout. Et donc on part, mais c'est ça qui est absolument surréaliste. Et il y a personne à un moment donné qui va se dire, attends, ce gars-là qui sort presque de nulle part, son boulot c'est quoi? C'est de gérer un peu, voilà, je vais ramener des filles, décider là. Encore une fois, vous mettez le nom que vous voulez pour ce genre de profession-là. Est-ce que tu vas aller, quand tu es déjà en mode un peu paranoïaque, que tu te sais épier, qu'il y a eu plein de trucs un peu compliqués, et le timing, est-ce que tu vas aller avec un gars, tu connais quasiment ni d'Ève ni d'Adam, dont ton propre entourage se méfie? Et là, tu te dis, normalement, il y a un garde-fou qui est l'agent, c'est sa maman. Ah bah non, laisse faire. Ah bah d'accord. Donc évidemment... Voilà, je vous partage le lien de cette vidéo si vous voulez creuser un petit peu le dossier. Romain Molina, une fois de plus, excellent dans le traitement de cette affaire, les amis. Donc voilà, l'affaire Mbappé, on y reviendra parce que je pense qu'il faut une fois de plus être prudent. On va sûrement apprendre des choses dans les jours à venir. Donc affaire à suivre, les copains. Mais je voulais vous parler de ça parce que on est vraiment sur... Là, ça devient un petit peu une huile essentielle de ce que le monde footballistique, médiatique peuvent faire de pire. Ça part en ragot de tous les côtés. On est en train de descendre l'idole Mbappé qui était applaudi par tout le monde. Enfin, c'est assez fou. C'est assez fou cette affaire. On va en reparler, mais voilà déjà les premiers éléments. Attendez, excusez-moi. Tac. Voilà un petit peu les amis là-dessus. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, les copains. Alors, je prends les messages dans le chat, je papote. Il y a Brain Legacy qui dit je veux pas faire trop long sur Mbappé, je sais que tout le monde n'est pas passionné par ça, mais je voulais quand même vous en parler pour partager ça. Il y a Brain Legacy qui dit on voit que t'es content, Rémi, te retiens pas de sourire. Non. Alors, pour le coup, non. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça, c'est que je peux pas blairer Mbappé ces 3 dernières années, ce qu'il renvoyait. On en avait parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que pour moi, il incarne la perte des modèles chez les jeunes. C'est-à-dire que, alors que voilà, c'est le meilleur footballeur français qui devrait faire rêver les jeunes, comme Zidane le faisait, comme Platini, comme d'autres avant.
Mbappé, c'est un type qui, depuis 3 ans, ne fout plus un pied devant l'autre, qui n'est pas à la hauteur des attentes, qui sont certes très très hautes, et qui fait que du hors-terrain, qui va racheter un club, qui va chez Macron à l'Élysée. Enfin, c'est trop, en fait. Ça a été trop tout. Dès qu'il explose à Monaco, depuis, je crois que c'est 2016-2017, depuis qu'il a explosé à Monaco, c'est un truc de dingue. C'est trop, trop vite. Mais c'est pas que la faute du bonhomme, pas que la faute du bonhomme et son entourage. C'est-à-dire, le mec a pris une pression extraordinaire sur les épaules. En 2018, il fait cette finale extraordinaire contre la Croatie, pardon, et la demi contre l'Argentine. Donc je pense qu'il faut aussi être conciliant avec le gars. Mais là, l'affaire qu'il y a aujourd'hui, on va voir, parce qu'il faut être très très prudent. Le fait que ça puisse être un coup monté du PSG n'est pas complètement à mettre de côté. Mais il n'y a rien qui va. La réaction du type ne va pas, son entourage ne va pas, que ça devienne un volet presque politico-sportif désormais. C'est un truc de taré. Et d'ailleurs, on a vu, et il y a Brain Legacy qui le rappelle dans le chat, on a vu que ce genre d'affaires rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé en Argentine avec les 2 joueurs de rugby, Jedou et Oradou, qui est 2 jeunes de U20 de l'équipe de France de rugby, qui ont été shippés en Argentine pour des faits similaires et qui sont en passe d'être blanchis. Parce que la justice a fait son travail et a démontré qu'on était très loin des accusations quasiment de torture qui sortaient dans les premiers jours dans la presse. Donc, je crois que voilà, avec Mbappé, il faut être très 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 prudent. On n'est pas à l'abri d'une tuile, mais tous nos médias se jettent dessus. Ça fait la une du Parisien aujourd'hui, on en parle dans l'équipe, tout ce que vous voulez. Et c'est assez terrible, cette capacité des médias à créer des affaires de tous les côtés, et surtout à ne pas assumer ces affaires quand, on va dire, le voile est définitivement levé. Ça nous offre un lien, regardez, avec l'affaire Depardieu. Vous vous rappelez, c'était enquête exclusive ou complément d'enquête, ces images où il était en Corée du Nord avec une gamine qui faisait du cheval et on entendait Depardieu parler en off avec des propos un petit peu dégueulasses. On apprend sur un article Journal du Dimanche, je vous lis. Le JDD a mis la main sur les procès-verbaux des 3 protagonistes à l'origine du complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu diffusé en décembre dernier. Témoignages imprécis, versions contradictoires, l'ensemble est accablant, la preuve de la manipulation est désormais irréfutable. Donc ce genre d'affaires, je crois qu'il faut en parler à chaque fois pour rappeler la nécessaire prudence qui s'impose, parce que c'est n'importe quoi et on manipule l'opinion publique avec une facilité dingue à chaque fois. Voilà, les amis, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus, mais on en reparlera bien évidemment. Merci à 20K91 que j'embrasse évidemment pour le sub 19e mois, et merci également Pimous Cassi pour le sub prime 25e mois. Merci les camarades, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors on va attaquer les amis avec le gros sujet du jour. Hop, tac, j'arrive tout de suite. Le gros sujet du jour, les amis, et ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Bougez pas, si tout va bien, j'ai un générique. Il est où? Que je le retrouve. Merde. Ton bouquin? Ouais. Oh. Oh, il me l'a enlevé. Communiste. Oh, il a peut-être sauté. Aïe, 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 aïe. Et tout le monde vote pour la sanction d'Edouard. Et sur le crame au bûcher. Tu te rappelles des problèmes de stream? En plus, je me rappelle, je t'avais dit oui. Et j'ai peut-être fait sauter l'instant bouquin, ouais. Hashtag où Edouard dans Oh le les chat. mains. Oh les mains, peau de lapin. Ouais, désolé. Là, c'est... Le four au cul. Pardon. Allez. Non mais oh, j'arrive pas là. Je rigole. Eh, j'ai rien fait, je bosse moi. Ouais, bah pareil, ok? Ah, c'est fou. Non mais c'est fou ces esclaves là, toujours avoir des trucs à redire. Hein. Désolé. C'est pénible. Hein. Oui. Dernière fois. Allez. Bon, bah, l'instant bouquin, hein, comme vous avez vu, hein, mon chaleureux collègue nous a invités à se le fourrer dans le rectum. Pas d'instant bouquin, pas de générique, mais on va quand même parler bouquin aujourd'hui, les amis, avec le livre. Le livre dont je voulais vous parler, comment fabriquer une guillotine, de l'incontournable Juan Branco. Voilà le sujet que je voulais traiter avec vous, les amis. Bouquin sorti il y a environ un mois et demi, 2 mois. Et il m'a beaucoup plu. Alors c'est le retour de l'instant bouquin, ça me fait plaisir de vous partager ces lectures, qui plus est avec un personnage que vous connaissez tous pour la plupart, j'imagine,
Et un bouquin qui me plaît parce qu'il est vraiment... c'est un peu une synthèse des travaux de Juan Branco ces derniers temps, qui a sorti, je crois qu'on est sur 4 ou 5 livres sur les 2-3 dernières années. On a eu Comment fabriquer une guillotine le plus récent, on a eu Coup d'État. Entre les deux, il y a eu Hanouna et un autre qui s'appelait Parole, si je ne dis pas de bêtises. Il doit être quelque part dans la bibliothèque. Mais bon, j'ai déjà ces deux-là. Et Comment fabriquer une guillotine, je trouve, est une synthèse de ce que propose Juan Branco sur un volet plus politique, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire le volet politique des travaux de Juan Branco. On quitte un peu l'esprit de... oh mince, attendez, bougez pas, je vais chercher tous les livres, ce sera plus simple. Ouais. Merde, ils sont où? Voilà. Allez, j'arrive, hein. Je peux bien me faire des sottises. C'est un premier live de dos. On quitte l'esprit de Crépuscule qui est là, d'abattre l'ennemi également, de contre Macron encore avant. J'aime bien les bouquins de Juan Branco, c'est pour ça que je les ai, les amis. Je voulais vous les montrer, voilà, vous ayez un petit peu une idée de tout ça. Comment, alors ces précédents livres, hein, les 3 et notamment Crépuscule, étaient un regard sur la situation politique, avec une dénonciation claire des us et coutumes dans nos élites, notamment dans nos élites politiques, où Juan Branco nous expliquait sa démarche de dénoncer le milieu dans lequel il avait grandi, dénoncer le moule dans lequel il était issu. Duquel il était issu, pardon. Et donc de dénoncer des gens comme Griveaux, Gabriel Attal et compagnie, des gens aux côtés desquels Juan Branco a pu grandir, et de dénoncer leurs méthodes, de dénoncer leur entre-soi, de dénoncer finalement la Macronie telle qu'elle a pu se constituer. Depuis coup d'État, depuis abattre l'ennemi, je dirais, Juan Branco est en train de glisser vers une pente plus politique, avec un projet plus politique qui est de dire: étape 1, on a dénoncé ces élites. Étape 2, comment on les renverse? Et qu'est-ce qu'on met à la place? C'est surtout ça la question qui est au centre. Comment fabriquer une guillotine? Vous vous en doutez, c'est un titre clairement provocateur. Je vous fais la chronique aujourd'hui, un retour à l'époque de Let It Be. Je vous fais la chronique du bouquin, je vous donne déjà des éléments de contexte. Mais derrière ce titre un petit peu provoque, je trouve qu'il y a une dimension très intéressante, poussé comme jamais dans les bouquins de Juan Branco, à savoir la dimension justement de cette question: qu'est-ce que l'on met après avoir fait tomber le système? Déjà, comment on le fait tomber et qu'est-ce que l'on met après? Et donc l'idée de comment fabriquer une guillotine, c'est ça. On a beaucoup de points très intéressants, il y a beaucoup de réflexions, on pourrait vraiment en parler longuement, et je me suis pris pas mal de notes, pas mal de petites choses. Il y a plusieurs grands points sur lesquels je voulais revenir avec vous, les amis. Déjà, la première chose, c'est que pour ceux qui ont lu Coup d'État, comment fabriquer une guillotine va plus loin. Vous vous rappelez peut-être, hein, pour ceux qui l'ont lu, que dans Coup d'État, on avait à un moment donné un développement sur les lieux à prendre en cas de révolte populaire. Par exemple, des relais électriques, des zones sensibles qui pouvaient accélérer la prise du pouvoir par le peuple. Comment fabriquer une guillotine va encore plus loin. Ça représente 1 ou 2 chapitres dans Coup d'État. Là, on va encore un petit peu plus loin. Et on a vraiment une synthèse à la fois idéologique, intellectuelle et pratique de cela. Alors, ce que j'ai apprécié, et j'avais eu la chance de poser la question à Juan Branco, pour ceux qui se rappellent, on a fait un interview avec Juan Branco sur Juste Milieu, qui était venu à Lausanne, donc j'étais content comme tout et honoré. Et il y avait cette question, effectivement, je lui avais posé cette question à l'époque mais et si ce livre tombait entre les mauvaises mains? À l'époque, c'était Coup d'État, parce que ce guide qui est donné, ce guide d'explication finalement, de comment renverser le pouvoir en place, avec des détails très techniques, très précis, des géolocalisations, carrément. Je peux vous montrer par exemple ce qu'on a dans comment fabriquer une guillotine. Vous avez par exemple des cartes. Vous avez des cartes avec des lieux qu'il est intéressant de prendre. C'est la carte de Paris, vous l'aurez reconnu. Des lieux qu'il est intéressant de prendre pour accélérer le renversement du pouvoir. Donc, vous avez quelque chose de très pratico-pratique. Et la crainte que j'avais, c'est justement comment fait-on si ce livre tombe entre les mauvaises mains? Si demain, par exemple, l'État islamique ou je ne sais quelle organisation terroriste met en place le plan proposé par Juan Branco, c'est vrai que c'est une crainte que j'avais déjà dans Coup d'État, que je retrouve encore aujourd'hui, même si il y a un appel à la prudence qui est intéressant dans comment fabriquer une guillotine. Vous avez compris l'idée, c'est vraiment, en gros,
ce qu'ont raté les Gilets jaunes. C'est comme ça que je l'ai vu, comme ça que je l'ai interprété à la lecture. C'est que Juan Branco, qui était dès les premières heures aux côtés des Gilets jaunes, qui en a défendu beaucoup devant les tribunaux et pour certains, voire la plupart, gratuitement, je trouve que ce livre est en fait ce qu'il a manqué aux Gilets jaunes pour vraiment renverser la vapeur. C'est-à-dire une constitution à la fois physique et intellectuelle, c'est-à-dire une constitution en groupe, un plan commun pour l'après-pouvoir. En fait, c'est cette figure de l'après-pouvoir qui n'a pas été pensée par les Gilets jaunes, qui était là avec une masse qui aurait pu faire tomber le pouvoir, mais qui, faute d'organisation, faute d'objectifs précis, s'est contenté finalement d'être sur les ronds-points, ce qui est un mouvement extraordinaire et qu'il faut applaudir encore aujourd'hui, qui restera dans les annales de l'histoire de la société française, mais ça ne pouvait pas aller plus loin, faute de colonne vertébrale, si j'ose dire. Et donc, ce bouquin propose tout ça, propose précisément la pièce du puzzle qu'il manquait aux Gilets jaunes pour renverser le pouvoir. Et ce que j'ai apprécié, c'est que là où coup d'État me semblait par moments clairement... qui manquait pour moi clairement de prudence, avec un appel à la révolte qui pouvait sembler purement violent, dans ce bouquin, Juan Branco va un peu plus loin avec une prudence. Il explique, par exemple, page 39, je vous lis quelques extraits, ces sabotages infrastructurels doivent s'accompagner d'une propagande par le fait qui doit prendre la forme d'un terrorisme intellectuel à la façon de Piotr Pawlinski et protéger les populations. Toute attaque ayant un coût environnemental ou humain doit être proscrite, qu'il s'agisse de viser des centres nucléaires ou par exemple des déchetteries ou stations d'épuration dont les conséquences épidémiques notamment pourraient être monstrueuses, sans parler des hôpitaux ou autres infrastructures critiques et précieuses léguées par nos ancêtres et pillés par nos ennemis. Donc on trouve cette prudence, je trouve qu'on ne voyait pas aussi développée auparavant, et c'est ce qui m'a plu dans Comment fabriquer une guillotine, qui est clairement provocateur, je vous le redis, de par le titre de base. On est sur quelque chose de provocateur, malgré l'idée que le symbole de la guillotine n'est pas anodin. C'est un développement qu'il faut rappeler. Je vous donne un peu pêle-mêle ce que j'ai aimé dans le bouquin. Le symbole de la guillotine est intéressant parce que Branco développe sur le fait que la disparition de la peine de mort a aussi fait oublier à nos élites que cela était possible. Et c'est vrai que, pour vous donner mon avis sur cette question-là, qui est question hautement sensible de la peine de mort, demain, si je suis président de la République, je réinstaure la peine de mort, mais sans jamais l'utiliser. Simplement pour qu'il y ait ce moyen utile, ultime et fatal de dissuasion. C'est-à-dire, il y a la prison à vie, comme aujourd'hui, mais il y a encore un cran au-dessus. Et si ce cran au-dessus doit être utilisé, par exemple, ça peut être par référendum, pour les cas les plus graves de chez les plus graves. Par exemple, dans des cas de terrorisme avéré, des choses comme ça. Mais qu'il y ait toujours la peine de mort pour envoyer ce message à chaque citoyen que la société se réserve le droit de la peine capitale. Capitale au sens étymologique, c'est la tête. Donc, on te déconnecte la tête et on te démontre que il n'y a pas de Bluetooth entre la tête et les épaules. Donc, Branco explique ça. L'idée de fabriquer une guillotine, c'est de l'avoir dans le jardin et de dire aux gens, attention, c'est possible. Et surtout, attention, notre République tant adorée et tant chérie par nos dirigeants, dont le taulier est président de la République, notre République est née grâce à la guillotine. Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est-à-dire que la disparition du symbole de la guillotine est, d'une certaine manière, une négation de ce qu'est la République. Il a fallu la guillotine pour faire naître le régime politique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, c'est aussi ça où, ce que je vous dis, je peux comprendre, beaucoup de personnes ne seront pas d'accord, je l'entends, c'est un sujet très sensible et je ne vous dis pas que c'est la bonne solution. Mais il ne faut pas oublier que l'instauration de la peine de mort dans une société n'est pas la même chose que son utilisation potentielle. On peut l'instaurer, comme je vous l'ai dit, dans les cas d'ultime recours, ultime recours. Et pas à tire-larigot comme ça pour faire n'importe quoi. Et je pense sincèrement que ce fut une erreur de Robert Badinter, père de l'abolition de la peine de mort en France, d'enlever la peine de mort dans la mesure où ça instaurait, si vous voulez, le fait que la peine capitale était une décision de justice, à savoir la prison à vie, qui n'existe pas. C'est 30 ans incompressible, grand maximum. Vous prenez le cas de quelqu'un comme Salah Abdeslam, par exemple, sortira de prison autour de 60 ans. Est-il absolument... a-t-il perdu toute forme de danger pour la société française le jour où il sortira? C'est pas certain. Et je vous parle même pas d'ailleurs d'allègement de peine. Vous voyez, donc je trouve que le symbole de la guillotine est intéressant si on le comprend dans ce contexte-là. Pas juste de la provocation avec quelque chose
presque un petit peu rigolo, mais bon, que j'ai trouvé un petit peu inutile pour être très honnête. Vous avez par exemple le plan façon Ikea pour fabriquer une guillotine dans le bouquin. Bon, c'est rigolo, mais ça nous rapproche un petit peu de l'almanach de Jean-Marie Bigard. Mais bon, c'est pas grave, c'est un choix éditorial, je vous donne mon avis, c'est une critique, pas piquer des hannetons. Donc, on continue. Ce qui m'a plu là-dedans, déjà, donc je vous le disais, la vision d'une sage révolution avec des appels à la prudence, à la réflexion, à la construction intellectuelle d'une éventuelle révolution. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Enfin, d'un éventuel mouvement populaire, très exactement. Ensuite, il y a quelques zones, parce qu'on retrouve le principe de Let It Be, je ne suis pas que content à la lecture d'un livre, il y a quelques zones que j'ai trouvées peut-être un peu faciles, et notamment sur le rôle des médias, hein, page 49, je vous donne les pages si jamais vous l'avez lu, vous voulez les repères. Juan Branco écrit ceci. Quant aux médias, la question la plus délicate et intéressante, ils trouveront réponse selon la vitesse à laquelle tout cela s'exécutera. Tout d'abord, bien entendu, neutraliser leurs propriétaires, que tout un chacun connaît. Xavier Niel, Bernard Arnault, Arnaud Lagardère, Vincent Bolloré, François-Henri Pinault, Rodolphe Saadé, Daniel Kretinsky et Patrick Drahi, ainsi que leurs sous-fifres, devront tous être arrêtés place des Vosges, Villa Montmorency, Palais Rose, rue de Presbourg, devront être investis de façon à laisser les sièges sans instruction, les directeurs des rédactions et leurs rédacteurs en chef tremblants. Les lieux des rédactions en eux-mêmes ne sont pas particulièrement intéressants en ce qui concerne la presse. Il faut les laisser agir et raconter, ne pas leur donner l'impression du pouvoir, de prétexte à se pousser du col et à tenter de s'héroïser. Il faut les laisser patauger dans leur médiocrité. Les médias audiovisuels présentent, eux, un tout autre intérêt. À Ballard, dans les tours TF1, France Télévisions, au sein de la Canal Factory et dans les bureaux du groupe Canal+, qui se trouvent à quelques pas de ceux de TF1, ainsi que dans les studios privés loués par les autres grandes chaînes, 28 minutes et TMC au cœur du 15e, des moyens de production importants sont en place et une action déterminée devra y être engagée. France 24, dont les bureaux sont éloignés du reste de France Télévisions, se verra plus simplement soumettre par changement de direction. Donc, je trouve qu'il y a quelques points symboliques, notamment celui des médias, où arrêter les propriétaires des médias, si vous voulez. Je pense que déjà c'est un vœu pieux, parce que le jour où ça chauffe, je suis pas certain que sur les barricades pour défendre les bourgeois, on trouve Xavier Niel et Bernard Arnault. Je suis pas certain. Et surtout, on est dans le symbolique. Et à mon avis, si demain révolte sociale il y a, à partir du moment, enfin révolte populaire il y a, à partir du moment où nos élites bourgeoises vont comprendre que la partie commence à être perdue, on va assister à un renversement naturel de nos élites. Je m'appuie par exemple sur les travaux d'Annie Lacroix-Ries, que vous connaissez sûrement, qui est historienne extraordinaire, qui a fait un énorme bouquin sur la trahison de nos élites avant même la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, voyant le développement de l'Allemagne nazie, comment nos élites ont baissé les bras et ont naturellement tourné Kazakh vers le soutien du régime nazi et ensuite de la collaboration après le déclenchement de la guerre. Et je pense que le vrai problème avec nos élites bourgeoises, c'est que ce sont, enfin, je parle en bon marxiste, mais nos élites médiatico-politiques, on va dire, surtout médiatiques d'ailleurs, c'est que ce sont des gens qui sont serviles par nature. Donc si demain le pouvoir en place tombe, je ne pense pas que les hauts lieux de la résistance bourgeoise, enfin en tout cas de nos élites, je ne pense pas que les hauts lieux de la résistance de nos élites se trouveront à la télévision ou dans les médias plus largement. Je pense qu'ils prendront le soutien du peuple pour être dans le sens du vent, comme ils font à chaque fois. Et que de fait, la prise des médias me semble être plus symbolique qu'autre chose, et sans jouer à la psychologie à deux balles, on se demande si finalement Juan Branco n'a pas tout le temps un petit peu des comptes à régler, enfin en tout cas une fois de plus des comptes à régler, et on peut l'estimer au vu des traitements dont il a fait preuve, des comptes à régler avec les médias. Parce qu'au fond, Xavier Niel, le jour où ça chauffe, il se tire à l'autre bout du monde, il est à 14 villages, je sais pas où. Donc son arrestation ne change rien, et pour ce qui est des médias, je pense que d'eux-mêmes, ils trahiront comme ils ont toujours trahi, et ils se rangeront du côté de la force en place, de la force en présence. Donc ça, c'est pour le deuxième grand volet. Et le troisième grand volet, alors ça, ce fut une belle surprise. Ce fut une belle surprise parce que pour ceux qui avaient vu l'interview que j'ai pu faire, c'était il y a environ 1 an, quelque chose comme ça, avec Juan Branco, je lui avais posé la question du rapport à l'Union européenne, qu'il n'évoquait quasiment jamais. Il faudrait que je vous remonte la vidéo parce que c'est pas pour faire de la pub à la chaîne, c'est pas ça, mais sa réponse était intéressante en complément de ce que je vais vous dire justement.
Alors après, est-ce que je vais réussir à trouver l'extrait? Ça, vous connaissez Parlement mes est compétences. instrumentalisation. Donc, Ça, c'est pas dit. actif prédateur qui va s'accroître, paupérisation grandissante de la société, et la réflexion, avec des petits ouvrages entre-temps, dont le discours Ah, est-ce que je vais le trouver? Ah, je suis pas bon. Aucun sens, mais vraiment aucun sens, à part fabriquer des... Et donc, il n'y a aucune raison de rester dans cette emprise. Donc, évidemment, encore une fois, là, j'en reviens à ma position, qui est de dire, c'est pas à moi de dire, il faut qu'on sorte de l'Union européenne, attendez. parce que je suis en train Ça d'accaparer doit une être position. par là. Par contre, je suis en train de Voilà, dire... je crois que c'est par là. Ce discours polytechnique m'a étonné. Voilà, je pose la question. Alors, je suis beaucoup moins fluide que dans le Juste Bistrot parce que j'étais clairement impressionné par le bonhomme. Je vais vous le dire tout de suite. Je bégaye, on dirait Stéphane Séjourné. Donc voilà la question, voilà sa réponse. Et ce sera intéressant de du coup évoquer ensuite ce qu'il dit dans Comment fabriquer une guillotine, où il y a encore une évolution sur cette question. Et même si je prends en compte l'adaptation au contexte et aux personnes, mais vous assumez, j'ai eu l'impression que vous assumiez la nécessité du maintien dans l'Europe quand vous dites à un moment donné, la réorientation géopolitique de notre appareil productif passe par une redéfinition des conditions de notre appartenance à l'Europe. Et sur ce point-là, je me suis dit, j'arrivais pas à l'Europe ou à l'Union européenne? À l'Europe et une ouverture vers des espaces qui maintenant démocratisés doivent redevenir le principal. Vous voyez, donc j'ouvre la porte d'une sortie de l'Union européenne en tant qu'instance bureaucratique. C'est-à-dire que si je ne vais pas faire mon Dylan Slama, promis. Non, mais bien sûr, non. L'Europe, c'est géographique, on ne pourra jamais s'en Oui, c'est ça, c'est géographique. Donc on est sur une situation où en fait on a essayé de créer une confusion entre trois choses: l'Union européenne, la paix et l'entité géographique. Donc une instance qui est purement bureaucratique, en fait, qui est juste une instance de décision, et on a essayé d'en faire l'alpha et l'oméga à la fois de la concorde et de la paix dans le continent, et par ailleurs de dire de toute façon, soit on est dans l'Europe, soit on n'est rien. Il y a pas d'entre-deux, parce que comme vous le disiez, c'est une nécessité géographique. Et moi, la porte que j'ouvre, c'est sur la question de l'appartenance à l'Union européenne, qui me vient paradoxalement, c'est drôle, parce que les souverainistes, c'est un souverainisme là, nouveau de gauche, je pense, parce que c'est les politiques. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur les politiques migratoires et sur les décisions qui étaient prises par l'Union européenne à partir de 2013. On a fait toute une communication en Cour pénale internationale, justement pour montrer pourquoi est-ce qu'on laissait des gens se noyer, et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte qu'une des raisons fondamentales, c'était simplement que l'Union européenne, on va être précis, était institutionnellement incapable de réagir à une crise, parce que c'est un édifice bureaucratique tellement sclérosé, tellement pris par des intérêts divergents. Vous voyez, Emmanuel Macron qui passe 2 jours entiers à un Conseil européen pour pondre un communiqué sans intérêt après avoir passé 48 heures à négocier, y compris pendant la nuit avec son homologue letton et compagnie. Moi, je vois pas ça comme un idéal démocratique, je vois pas ça comme un idéal politique, et je vois même ça comme symboliquement assez dégradant pour lui, pour nous, donc voilà. Donc on a une difficulté qui est... Et en fait, je suis parti de ce truc très pragmatique, qui est de me dire, mais ça ne fonctionne pas, ça nous coûte une fortune, ça nous ralentit, ça provoque des crises, la crise migratoire, la crise économique de 2011, et donc, il n'y a aucune raison de rester dans cette emprise. Donc, évidemment, encore une fois, là, j'en reviens à ma position, qui est de dire, c'est pas à moi de dire, il faut qu'on sorte de l'Union européenne, parce que je suis en train d'accaparer une position. Par contre, je suis en train de dire, il faut on crée un espace délibératif sain, qui permettent de se prononcer sur notre appartenance ou non à l'Union européenne, tout simplement. Ce qui avait été fait. On réouvre ça. En 2005, c'était pas exactement sur l'appartenance à l'Union européenne, c'était sur l'Union européenne telle qu'ils voulaient la mettre en œuvre, là, avec le traité de Lisbonne. Et après, avec le mini-traité constitutionnel. Enfin, avec le traité constitutionnel, et qui est devenu le mini-traité. Moi, je pense qu'il y a une délibération beaucoup plus fondamentale qui doit être mise en œuvre. C'est pas quelle Europe, c'est est-ce qu'on veut vraiment rester dans cette Union européenne, ou est-ce qu'on s'en extrait pour réinaugurer, comme le font 90% du reste de la Terre, des politiques de coopération intra-régionale qui ne soient pas dépendantes de cette superstructure bruxelloise et de ces immeubles staliniens. Parce que plutôt à l'image de la CE, de la CK, plutôt sur ce type voilà, ou des structures ad hoc, voilà, oui, bien sûr, sur des points thématiques. Mais il y a une phrase de Godard qui est géniale, parce que qui dit, on lui demandait s'il regrettait pas qu'il n'y ait pas une Europe de la culture. En disant, quand même, c'est dommage, c'est ça qui nous aurait permis de rapprocher. Et regarde la personne qui le demande, et il dit, mais l'Europe, ça a commencé avec l'Union européenne, enfin l'équivalent de l'Union européenne, les institutions européennes, ça a commencé avec du charbon et de l'acier, et 50 ans plus tard, on n'a ni charbon ni acier, non? Donc heureusement qu'ils n'ont pas touché à la culture. Il y a vraiment cet aspect, vous voyez, de se dire, on sort de l'institutionnel, et ne serait-ce que pour aller plus vite. Et en fait, si on réfléchit d'un point de vue révolutionnaire, il faut aller vite. Et il faut en fait ne pas être obéré par la nécessité de créer un consensus à 27 et ainsi de suite. Donc en effet, moi je suis sorti en fait déjà de toute forme de fascination pour l'Union européenne. Je me souviens à 20 ans, donc j'étais stagiaire encore auprès du procureur de la Cour pénale internationale, et il me prend dans sa voiture
Et donc, de La Haye, parce que la CPI est à La Haye, et parce qu'on va à Bruxelles rencontrer Catherine Ashton, qui était la première haute représentante aux affaires étrangères, aux relations extérieures, bon, qu'importe, je sais plus quel est le titre exact. Et elle était pas encore confirmée par le Parlement. Elle avait été désignée par les États. Et donc, on se retrouve au sein de la Commission européenne, qui est vraiment là aussi, il y a quelque chose genre de non-rapport au symbolique et à l'esthétique. C'est comme les billets de l'euro où il y a des faux monuments. Enfin, vous voyez, il y a quand même quelque chose où on se pose question sur le rapport de ces gens au réel et à l'histoire et à l'importance du symbole pour continuer bon, bref, qu'importe. Donc, on se retrouve dans cet immeuble stalinien, là, de la Commission. On arrive avec un dédale de couloirs en béton, sans aucune décoration, aucune esthétique, sans vouloir être offensant à votre égard, dans un bureau avec, en gros, un meuble comme celui-là, avec Catherine Ashton, donc censée être la fille la plus puissante de la Terre, et nous en face, elle complètement larguée, avec quelqu'un qui lui dictait ce qu'il fallait nous expliquer. Et après, on va au bureau, au bâtiment du Parlement européen à Bruxelles, qui est un énorme, mais pareil, monstrueux. Alors, une sorte de gâteau à la broche un peu bizarre. Voilà, c'est ça, et complètement absurde. Et je me souviens du procureur de la CPI qui était argentin, Luis Moreno Ocampo, je suis à côté de lui, donc j'ai 20 ans, je suis un gamin, quoi, et il me regarde et il me dit, mais tu t'imagines un jour travailler là-dedans? Et moi, je regarde, je vois un truc énorme, un peu impressionnant, je comprends pas trop la question. Il me dit, et je lui dis, ouais, pourquoi pas? Il me dit, regarde, il dit, mais vraiment, ce truc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis, mais ça n'a aucun sens, mais vraiment aucun sens, à part fabriquer des gens complètement déconnectés du réel et quelque part, in fine, favoriser une rétractation sur soi qui va être délétère à terme. Ça favorise pas du tout la paix de l'Union européenne, contrairement à ce qu'on affirme. C'est l'inverse. Et c'est en train de détruire. Par exemple, un des points essentiels Voilà, les amis, je voulais vous montrer cet extrait de l'interview qu'on avait faite et je suis fier, je ne vais pas vous mentir. Je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent la voir, qui ne l'auraient peut-être pas vu. Et donc, c'est intéressant parce que Juan Branco donnait déjà quelques éléments là-dessus à l'époque de l'interview. Donc, c'était il y a... tac. Ça a été publié le 21 mai 2023. Donc, on avait dû tourner 10 jours avant. Quelque chose comme ça, donc un peu plus d'un an. Et dans Comment fabriquer une guillotine, Juan Branco va plus loin sur la question de la souveraineté. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a enfin l'articulation mise sur papier. Alors, beaucoup s'en doutaient déjà, on pouvait le deviner et tout ça. Mais enfin l'articulation qui veut que la libération d'un peuple national dans l'Union européenne va de pair avec un questionnement sur l'Union européenne. Et voilà ce qu'écrit Juan Branco, ce qu'on n'avait jamais vraiment retrouvé dans ses bouquins, sauf erreur de ma part. La question que je lui posais dans la vidéo que vous venez de voir, c'était à la base une conférence qu'il avait donnée à des élèves d'une grande école parisienne, je ne sais plus laquelle. Merde, j'ai pas débranché mon micro, c'est bon. Donc c'est la première fois qu'on a vraiment ça sur papier dans un bouquin de Juan Branco. Il écrit « Un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne sera proposé après que des mesures conservatoires auront été prises afin de préparer l'hypothèse d'une transition vers une monnaie souveraine et qu'un temps de débat partisan dans lequel les représentants en fonction n'adopteront aucune position ait été imposé. Sera en parallèle adopté par référendum séparé une loi créant des établissements bancaires publics spécialisés dans l'investissement productif, etc. etc. » Donc, on a quelque chose qui peut peut-être sembler un peu alambiqué dans la formulation, mais la question se pose. Et j'étais content, je ne vais pas vous mentir, j'étais content de trouver ça sous la plume de Juan Branco, d'assumer cette nécessaire corrélation entre la libération d'un peuple et le questionnement sur la souveraineté et le question de la libération du peuple et forcément le questionnement de la souveraineté et donc l'imposition nécessaire d'un référendum par rapport à l'Union européenne, parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, un volet d'affaiblissement des souverainetés nationales de par l'action de l'Union européenne. C'est clair. Bon, je sais que je prêche des convaincus à certains spectateurs aujourd'hui qui sont sur des lignes souverainistes, qui ont des idées souverainistes, mais j'étais content de trouver ça sous la plume de Juan Branco parce que, pour le coup, quand on pense à la question souverainiste en France, on ne pense pas franchement à Juan Branco. Lui qui vient d'un horizon politique, d'un horizon social différent, j'étais content de trouver ça parce que finalement tous les chemins ne mènent pas forcément à Bruxelles, si vous me permettez le jeu de mots. Donc ça m'a plu de trouver ça. Il y a des réflexions intéressantes par rapport à ça. Après, il y a quand même certaines choses qui m'ont un peu fâché. Qui m'ont fâché. C'est pas très grave, je vais pas vous mentir. Ce qui est plus grave, par exemple, c'est qu'à midi, j'ai pas mangé de magret de canard. Ça, c'est beaucoup plus grave. Donc, faut quand même remettre en perspective. On a toute la deuxième partie du bouquin, quasiment, est un ensemble de propositions faites par Juan Branco pour l'après. Ce que je vous disais au début de l'émission, le grand chapitre qui s'appelle Gouverner, avec des propositions et qui sont très intéressantes. On a un truc programmatique. J'espère vraiment l'avoir en interview bientôt. On croise les doigts, ça doit peut-être se faire, donc je vous tiendrai au courant.
J'espère vraiment pour lui poser cette question. On a aujourd'hui un Juan Branco qui devient programmatique. Hein, la deuxième partie du bouquin, regardez ce qui reste, hein, il reste quand même une jolie collection de pages. On a un programme électoral, c'est assez clair. Est-ce qu'il y a des visées? Alors, j'ai entendu parler pour cette histoire de liste avec Zoé Sagan. Alors pareil, moi, je veux poser la question parce que j'ai rien compris. Donc j'aimerais savoir à peu près ce qu'il en est. Mais dans ces propositions, il y en a une qui m'a particulièrement interpellé. Alors, hâte, bien sûr, d'avoir, j'espère, l'occasion de poser la question, mais il y en a une qui m'a sérieusement posé problème. Page 144, donc nous sommes dans le volet des propositions liées à l'écologie et au logement, et on peut notamment lire, page 144, interdiction complète du diesel à 5 ans, de la voiture individuelle en ville à la même échelle, référendum sur l'énergie nucléaire à 15 ans, réduction de la publicité généralisée, etc. etc. Donc, on a des mesures que l'on pourrait ranger à gauche sur l'échiquier politique. À l'extrême gauche, si vous voulez, bon, pas sûr. À gauche, déjà, c'était très bien. Mais ça m'a vraiment gêné. Parce que on voit qu'il y a quand même parfois des failles dans le discours. C'est que si on l'analyse point par point sur la solidité de l'ensemble, on a quand même certaines failles. Ça a l'air un peu trop facile hein, sur la volonté d'un mouvement populaire unifié qui viserait précisément tous ces objectifs-là en même temps avec une organisation militaire sur la prise de points, la prise de tout ça. C'est déjà un vœu pieux en soi. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Je trouve que ça va peut-être trop loin. Ça ressemble par moments à une sorte de jeu vidéo, si vous voulez. Où voilà, il y a une map, il y a des objectifs, il y a tout ce que vous voulez. J'ai trouvé ça un petit peu trop complexe, mais ce qui m'a quand même un petit peu chagriné, c'est cette histoire déjà d'interdiction complète du diesel à 5 ans. Parce que on a en plus un paradoxe de l'histoire qui est que, rappelez-vous, la déclaration de Benjamin Griveaux, hein, aussi surnommé la Batte, je ne parle pas du héros d'ici Comics, qui avait fait cette sortie médiatique bien commentée à l'époque, où il avait dénoncé ces Français qui fument des clopes et roulent au diesel. Donc s'il y a bien un symbole de deux France déconnectées, c'est la question du diesel. Avec les enjeux écologiques liés, je l'entends bien, évidemment, mais que Juan Branco propose une interdiction complète, alors que juste après, il évoque la figure du référendum. C'est-à-dire que pour lui, la question du référendum concernant l'interdiction complète du diesel à 5 ans ne se pose même pas. Alors, petite parenthèse dans ce que je vous dis, il y a une proposition qui a retenu mon attention, il y en a plein d'autres qui sont bien, donc on soit bien d'accord. Je mets le zoom sur une proposition que j'ai trouvée très symbolique, il y en a plein d'autres qui sont très intéressantes. Si ça vous intéresse, je pourrais les décortiquer, il n'y a pas de problème. Hein. Évidemment, qu'on soit bien d'accord, il y a un effet de zoom sur une seule, il y en a qui sont très bien. Donc, cette histoire de diesel, je trouve que pour quelqu'un qui s'est battu pied à pied contre Benjamin Griveaux, on rappelle que Juan Branco était l'avocat de Piotr Pawlinski, cet artiste d'origine russe, réfugié en France, et je ne dis pas de conneries, qui avait divulgué la vidéo de la teub de Benjamin Griveaux, hein, pour être clair, pour ceux qui auraient oublié. Branco s'est clairement imposé directement hein, contre Griveaux. Donc, il ne peut pas ignorer, à mon avis, cette déclaration. Et l'autre problème, c'est l'interdiction complète, à 5 ans peut-être, oui, à 5 ans, il le dit, donc à la même échelle, de la voiture individuelle en ville. Et là, par contre, ça m'a vraiment posé un souci, parce que malgré le fait que d'autres propositions soient très intéressantes, on retrouve un autre symbole de nos élites déconnectées, qui est celui de la ville de 15 minutes. Vous savez, un joli projet porté par Klaus Schwab et ses copains, de cette ville où tout est accessible en 15 minutes, ou à pied ou à vélo, et où la voiture individuelle n'existe quasiment plus, et où l'individu est parqué dans des villes dites de 15 minutes, des villes intelligentes, où il y a tout ce qu'il faut, il y a machin, mais l'individu n'a plus besoin de voyager, n'a plus besoin de sortir de cette ville, il y a tout sur place, son travail, le manger, les écoles, les hôpitaux, tout ce que vous voulez. Alors, bien évidemment, on se doute que cette régulation du voyage pour les individus n'est pas valable, ne sera pas valable pour nos élites, qui pourront continuer à prendre le jet privé, le machin, tout ce que vous voulez, bien évidemment. Donc, cette ville de 15 minutes est un symbole, si vous voulez, du projet mondialiste actuel, porté par Klaus Schwab, par le World Economic Forum, des trucs comme ça. C'est un projet parfait, hautement symbolique de ce que veulent nos élites, à grand renfort de discours pour faire passer la pilule, parce que c'est évidemment pour la planète, c'est évidemment pour tout ça. Je prends un message de River9453 dans le chat qui dit « La ville de 15 minutes, ça se fait déjà en Chine, c'est une prison à ciel ouvert ». Absolument, absolument d'accord. Donc,
on voit bien que le Juan Branco reprend une proposition qui, pour moi, est hautement symbolique de ce qu'il dénonce ou prétend dénoncer. Libre à chacun de trouver la bonne signification. Et j'étais vraiment étonné. Franchement, j'étais étonné de lire ça. Alors que, une autre proposition, je vous dis, qui m'a interpellé, et je le redis, hein, par effet de zoom, je prends des propositions négatives, il y en a des très bien, hein, pensez pas que tout est comme ça. Il y en a une autre dans le volet, pareil, qui m'a interpellé, qui fait très, très progressiste, en fait, qui fait très mondialiste pour quelqu'un qui a la démarche de Branco. Page 127, référendum sur une réforme portugaise du marché de la drogue, proposant la création d'un marché de la cigarette et du cannabis sous strict contrôle étatique, accompagné d'une dépénalisation de l'usage de toute drogue. Toute drogue. Là encore, on retrouve une visée mondialiste. Je vous avais déjà fait ma petite théorie là-dessus, sur la théorie des... Elle est tellement super que je l'ai oubliée. Merde. Des perfusions, voilà, excusez-moi, des perfusions. Ma petite théorie des perfusions, où le monde parfait pour nos dirigeants mondialistes est une société où chaque individu du bas peuple, évidemment, est sous 3 perfusions spécifiques. La perfusion monétaire, donc c'est l'idée par exemple du salaire unique, hein, vous savez, les gens qui ne travaillent pas, mais l'État leur donne une somme d'argent qui leur permet de subvenir juste à leurs besoins, qui fait que l'individu est plus que jamais soumis à l'État, parce que s'il ne fait pas ce qu'il faut, l'État prive l'individu de salaire et donc le prive de ses conditions d'existence. Donc ça, c'est la première perfusion. La deuxième perfusion, c'est celle du divertissement, qui est déjà à l'œuvre, hein, Netflix, machin, le fonctionnement en série. D'ailleurs, les séries en tant que telles, qui sont un fonctionnement hautement addictif, à l'inverse d'un film. Hein. Donc on peut théoriser un petit peu tout ça et par biais de confirmation, trouver des exemples qui valident ou pas ce que je vous dis là. Et la troisième perfusion est une perfusion de substances chimiques. Des individus sont bien plus malléables, une société est bien plus malléable si les individus consomment de la drogue. On peut parler de drogue douce, et si évidemment on va chercher sur des drogues dures, c'est encore mieux. Hein, je veux dire. Et pour aller plus loin dans la réflexion, dans une société où d'un côté il y a le salaire unique de l'État qui donne l'argent à l'individu, et de l'autre côté toute drogue est disponible. C'est-à-dire que si vous tirez un trait entre les deux, l'État donne de l'argent à l'individu pour qu'il s'achète de la drogue et donc soit sous substance qui le rend encore moins capable de se retourner contre l'État. Donc, on en reparlera si ça vous intéresse de cette petite idée-là. Ça fait un bout de temps que ça m'intéresse, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que ça m'a vraiment interpellé parce que par moment, il y a des idées proposées par Juan Branco qui me semblent très suspecte et presque à contretemps de ce qui est proposé de manière générale. Et après, je le redis, pour en citer certaines, il y a de très bonnes idées, bien évidemment. Hein, la création du référendum d'initiative citoyenne, bien sûr. On a parmi celles que l'expulsion de la CIA du territoire français, par exemple. Il y en a qui sont symboliques, mais qui sont très intéressantes. On a quoi ? D'autres que j'ai noté que je voulais vous montrer. Ouverture de l'accès au grand corps à toutes les catégories de fonctionnaires, sélection via dossier et entretien, mise sous tutelle politique des jurys, accession au grand corps pour des durées décennales, fusion des corps territoriaux et des corps d'État. Il y a d'excellentes choses, hein, vraiment, je le redis, il y a d'excellentes choses, les amis. C'est pour ça que je préfère vous en lire certaines, ne surtout pas penser qu'il y ait que des choses négatives. Sur la question de l'Europe, par exemple, politique de réinvestissement des instances communautaires calquées sur le modèle anglais, imposition du français comme lingua franca suite au Brexit, réinvestissement d'une politique douanière écologique, blocage des négociations de traités de libre-échange, renationalisation partielle de la création monétaire, renforcement de l'emprise sur la CEDH et la Cour de justice de l'Union européenne, nomination, renseignement, influence dans la perspective d'un important contentieux. Là, je vote. Je vous dis, là, je vote immédiatement. Donc, voilà, tout ça pour dire, pour finir sur cette partie, les amis, et pour finir sur notre sujet du jour, c'est un livre très intéressant qui, je trouve, est une synthèse de la réflexion de Juan Branco, avec un aspect programmatique à la fin qui est assez clair, et qui, aujourd'hui, d'après moi, et comme dit, j'espère un jour lui poser la question, situe Juan Branco sur la ligne de départ d'un projet politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est... à une sorte de fourchette d'autoroute, de bretelle d'autoroute pour Juan Branco, qui est d'assumer jusqu'au bout sa vision presque romantique du renversement populaire, c'est-à-dire lui, une sorte de Robin des Bois, si vous voulez, de nos élites parisiennes qui se retournent contre ces élites pour donner leurs secrets, pour livrer leurs secrets au bas peuple, expliquer au bas peuple comment fonctionnent ces élites d'où lui provient.
il y a une vision très romantique et belle dans sa démarche, avec tous les mauvais côtés. On peut aimer, on peut critiquer, on peut faire ce qu'on veut, évidemment. Mais je trouve que ce livre le positionne sur la ligne de départ, qui est de s'engager définitivement. S'engager définitivement. Et je vous avoue, pour finir là-dessus et vous livrer ma dernière impression, je pense qu'il manquerait quelque chose dans le puzzle de Juan Branco si à un moment donné, il n'y a pas une dimension politique. Parce que ce qu'il fait, et il faut vraiment lui rendre grâce, hein, lui rendre hommage, quand les dossiers qu'il a défendus, que l'on parle par exemple de Julian Assange, on peut parler de Kémy Séba, alors là encore on est d'accord, on n'est pas d'accord, Monsieur Sonko également. Juan Branco a défendu des dossiers d'ampleur, là où plein d'autres allaient se planquer, allaient se cacher. Donc il y a un vrai courage. Et comme dit, avec tous les aspects négatifs, on peut critiquer bien évidemment, hein, je ne tresse pas des louanges aveuglément, mais je trouve qu'il a une épaisseur, il a un cuir, il a un vécu qui pourrait faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, affaire à suivre. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire là-dessus. N'hésitez pas à le lire, hein, je le redis, Comment fabriquer une guillotine, Juan Branco. Je sais que certains d'entre vous n'apprécient pas le personnage, d'autres l'apprécient et pensent être au clair sur ses idées. Vraiment, je vous invite à le lire, pas pour changer d'avis, mais pour aller plus loin et parce qu'on a une vraie dimension politique qui est intéressante parce qu'elle fait réfléchir sur ce que proposent nos politiciens, ce que l'on apprécie ou pas. Il y a une vraie dimension politique qui nous fait réfléchir et qui est plutôt plaisante. Voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Je dois filer pas trop tard. Donc, tu vois, ça s'arrête net quasiment cette histoire. Donc, c'est Juan Branco. Voilà. Le petit instant bouquin, j'espère que ça vous a plu. Le retour des critiques de bouquins, on en fera d'autres. Parce que moi, ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir, que le plaisir est partagé, comme on dit, les amis. Donc, en plus, dans 12 minutes, qu'est-ce qui se passe? C'est la farce tranquille. La farce tranquille. Regarde comme elle est belle, la miniature. J'ai pas l'air beau, moi, là. Et voilà. Hein. On a fait des révolutions pour moins que ça. C'est l'histoire de cette émission. Je vous mets le lien, les copains. 18h, n'hésitez pas à partager, vous le savez, pour contourner la censure YouTube. On parlera du deuxième thème demain, cette affaire Epstein et Gates, parce que je ne veux pas l'expédier, donc je ne veux pas me contenter de vous montrer l'extrait dont je voulais vous parler. On en parlera demain, voilà. On en parlera demain, les amis, avec grand plaisir. Les copains, tac, attendez, bougez pas. Hop là, voilà, je change le titre de l'émission comme ça, il n'y a pas trop pris sur la marchandise. Donc, farce tranquille, à 18h les amis, et demain, c'est le Juste Bistrot, 16h45 également. Voilà les copains, merci d'avoir été là, très heureux de vous avoir retrouvé, ça fait plaisir. Et puis en plus, voilà, là on ne se quitte plus pendant quasiment 3 semaines. Il y a le spectacle à Saint-Etienne samedi, dimanche, je reviens lundi vers midi. Donc normalement, il y aura du Juste Bistrot. Et après, jusqu'à Nice le 7 novembre, je suis au bureau. Voilà les copains, merci d'avoir été là, je vous embrasse. Vive la rigolade, vive la France, et à demain.